La scène se passe dans le local de répétition d'un groupe. Le groupe a déjà fait pas mal de compos, quelques dates, la réaction du public a été bonne, et ils se disent que le moment est arrivé de passer à une étape supérieure qui consisterait à enregistrer un certain nombre de morceaux parce que le matériel dont ils disposent sur place ne leur permet pas de le faire correctement et puis ils n'ont pas forcément les compétences voulues pour assurer la prise de son, le mixage, le mastering et puis ensuite mettre tout ça sur les plateformes de streaming, sur Internet, les réseaux sociaux et puis éventuellement acheter un petit peu de promotion. Mais en même temps, ils n'ont pas envie d'attendre et d'essayer de trouver un producteur qui financerait toutes ces opérations parce que cela ne paraît pas forcément nécessaire à ce stade-là de leur carrière. Et donc, ils sont en train de discuter pour savoir combien chacun des membres du groupe pourrait mettre dans une cagnotte de façon à financer toutes ces opérations. Et là, c'est le drame. Un des membres du groupe dit tout à coup, mais étant donné qu'on ne peut pas tous mettre la même quantité d'argent, je pense que, je ne sais pas ce que vous en dites, mais peut-être ce serait pas mal de se faire un contrat. Silence de mort. On entend les mouches voler jusqu'à ce qu'un des autres membres du groupe dise « Mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Je croyais qu'on était amis, t'as pas confiance en nous ?» Parce que c'est vrai que dans un local de répétition, on entend souvent des gros mots, mais contrat, là c'est un peu fort quand même, non ? Alors, si cette petite scène de la vie quotidienne des musiciens évoque quelque chose pour vous comme une impression de déjà-vu, prenons quelques minutes pour essayer d'apprivoiser cet animal étrange qu'est le contrat et voir un peu son utilité. C'est parti. Le contrat, en effet, n'est pas une chose rare. Prenons un exemple du quotidien. Vous allez à la boulangerie pour acheter une baguette. Vous entrez dans la boulangerie. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ça fera 1 euro. D'accord. Et bien là, au moment où vous dites d'accord et mettez la main dans votre poche pour sortir l'argent demandé, le contrat est formé. Il s'agit d'un véritable contrat, même s'il n'est pas écrit. C'est un vrai contrat, ce qu'on appelle un contrat de vente, assez typique, et les éléments essentiels du contrat de vente sont ce qu'on appelle la chose, ici la baguette, et le prix, ici 1 euro. Et à partir du moment où vous êtes tous les deux d'accord, le boulanger et vous-même, sur la chose et le prix, le contrat est formé. Et à partir de là, eh bien, chacun doit remplir ce à quoi il s'est engagé. Le boulanger doit vous livrer la baguette, on va même dire vous donner la baguette. Donner au sens juridique, ça n'est pas vous en faire cadeau. Ça veut dire vous transférer la propriété de la baguette. C'est son obligation. Et votre obligation à vous, en tant qu'acheteur, c'est de payer le prix, 1 euro. Et vous ressortez de la boulangerie en étant propriétaire de la baguette. Le contrat est là, tout autour de nous, à chaque instant, pratiquement chaque jour. Cliquez sur la case « J'accepte les conditions générales d'utilisation d'un réseau social sur lequel on vient de s'inscrire », c'est un contrat. Cliquez sur « J'accepte les conditions générales de vente sur une plateforme de vente en ligne où on vient d'acheter quelque chose », c'est un contrat. On en passe tous les jours, sans même s'en rendre compte. Alors déjà, on voit que c'est pas si terrible que ça. Un autre exemple particulièrement emblématique du contrat et qui peut nous aider à mieux comprendre l'intérêt du contrat, c'est le contrat de mariage. Il y a quelques années de cela, vous vous en souvenez peut-être, il y avait eu, paraît-il, en France, un grand débat relayé par les médias sur le mariage pour tous. Les médias n'organisent pas vraiment de débat parce qu'ils sont soumis à la publicité, ils ont besoin de faire de l'audience, alors ce qu'ils organisent surtout, ce sont des combats de coqs. Et d'un côté, ils nous ont montré des militants, en choisissant les plus caricaturaux d'entre eux, qui étaient opposés à cette forme de mariage, mais essentiellement sur des valeurs religieuses. C'est, bien entendu, leur liberté absolue d'exprimer leur opinion et qu'elle soit relayée par les médias, pourquoi pas, mais d'un point de vue strictement juridique, ça n'avait pas beaucoup de sens, parce que le législateur, les députés, les sénateurs qui élaborent la loi, n'ont aucun pouvoir sur les autorités religieuses, dans les limites de l'ordre public. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. Et donc, ils n'entrent pas dans la compétence du législateur. Les députés, les sénateurs ne peuvent pas obliger un prêtre, un imam, un rabbin, un brahmane à marier 2 hommes ou 2 femmes.
cela relève strictement des autorités religieuses et le législateur, une fois encore, n'a pas de prise là-dessus. Et d'un autre côté, les médias nous montraient des militants, parfois tout autant caricaturaux, qui eux étaient favorables au mariage pour tous, et qui disaient « on peut bien se marier puisqu'on s'aime ». Mais bien sûr, personne ne conteste cela, mais d'un point de vue juridique, là encore, ça n'a pas beaucoup de sens. La loi n'est pas là pour venir vous obliger à aimer quelqu'un ou à arrêter d'aimer quelqu'un. L'amour n'entre pas, là encore, dans la compétence du législateur. Parce qu'en fait, le mariage civil, celui qui est encadré par la loi, celui sur lequel le législateur a du pouvoir, en définitive, c'est une histoire de gestion de patrimoine. C'est un ensemble de dispositions qui organisent la façon dont les deux époux vont fusionner leurs patrimoines respectifs. Et pour cela, il y a 3 modes principaux en France, en schématisant un petit peu. Celui qui est ce qu'on appelle le contrat de mariage légal, celui qui est par défaut, si vous n'allez pas devant un notaire pour faire un contrat de mariage qui vous soit très spécifique, eh bien, c'est celui qu'on appelle la communauté réduite aux acquêts. Ce qui signifie que tout ce qui était à vous avant le mariage reste uniquement à vous et vos patrimoines fusionnent au moment du mariage. Donc tout ce que vous achèterez d'un peu important, évidemment, on ne parle pas d'une brosse à dents ou d'un stylo, tout ce que vous achèterez une fois marié sera à moitié-moitié à chacun des deux époux. Autre possibilité, vous décidez que vos patrimoines ne fusionnent pas du tout. C'est ce qu'on appelle la séparation de biens. À ce moment-là, en fait, c'est comme si vous étiez célibataire. Et enfin, autre régime possible, celui qui est en vigueur d'ailleurs par défaut en Alsace, c'est la communauté universelle. C'est-à-dire que tout ce que vous possédez et tout ce que la personne que vous épousez possède ne forme plus qu'un seul patrimoine. Vous partagez absolument tout ce que vous avez avec la personne que vous épousez. Alors, si vous avez vu la première vidéo, celle qui concernait l'artiste et l'auteur, vous vous souvenez sans doute que l'auteur est un propriétaire, puisque ses droits d'auteur entrent dans son patrimoine. Que se passe-t-il lorsqu'un auteur se marie? Il y a là une petite particularité qui a été introduite dans la loi de 1957, qui est entrée en vigueur en 1958. Donc si vous vous êtes marié après 1958, ce qui est probable, vos droits d'auteur restent uniquement à vous, quoi qu'il arrive et quel que soit le régime matrimonial sous lequel vous vous mariez. Par contre, si vous avez fusionné totalement ou partiellement vos deux patrimoines, à ce moment-là, les revenus qui sont issus de l'exploitation de vos droits d'auteur appartiennent aux deux époux. Mais en définitive, ce qui est exemplaire avec le contrat de mariage, c'est qu'on s'aperçoit quand on l'étudie un peu que le contrat de mariage n'organise pas tellement l'union des deux patrimoines, mais il organise surtout la séparation. Parce que dans le mariage, comme dans un groupe de musique, la séparation finira toujours par se produire, soit par l'effet de la volonté, ça s'appelle le divorce, soit par le simple passage du temps et le décès d'un des conjoints. Et c'est à ce titre que le contrat est particulièrement important parce qu'en fait, il n'est pas tellement là pour vous dire ce que vous pouvez faire quand tout va bien, mais il est là essentiellement pour vous dire ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que les autres ne peuvent pas faire quand les choses vont vraiment mal. Et c'est à ce titre que l'exemple que j'ai choisi du groupe en train de commencer à se chamailler dans le local de répétition est en fait une attitude extrêmement saine. Parce qu'il est important de parler, il est important de mettre les choses sur la table, de dire ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, ce que les autres espèrent, d'écouter les autres, et à partir de là, de mettre tout ça au clair, sur un papier. C'est rassurant pour tout le monde. Ça n'est pas une question de défiance, il ne s'agit pas de se méfier des autres et de croire qu'ils vont partir avec la caisse à la première occasion. Mais c'est de montrer son propre engagement et de permettre aux autres également d'exprimer leur propre engagement, leur volonté, leur intention de participer à un projet de manière constructive. Et une fois que tout est mis au clair, que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, quitte à s'engueuler, c'est pas un problème. Mais une fois que ça s'est fait, on se rend compte qu'on peut travailler de façon beaucoup plus sereine, l'esprit beaucoup plus tranquille et qu'on devient beaucoup plus créatif. Enfin, que nous le voulions ou non, nos relations prennent un tour contractuel de plus en plus fort du fait des outils de communication que nous utilisons. Pendant longtemps, c'était essentiellement des échanges verbaux. Aujourd'hui, avec nos smartphones, nos ordinateurs, nous passons plus de temps à écrire des choses qu'à les dire. Et les écrits restent et peuvent constituer des éléments qui serviront de preuve et qui auront pratiquement une valeur contractuelle. Et nous verrons dans de prochaines vidéos
bien des éléments relatifs au contrat de la musique. En attendant, j'espère vous avoir réconcilié un peu avec le contrat. Ça n'est pas un mauvais objet, ça n'est pas un signe de méfiance, mais au contraire, le signe de la confiance et de l'espoir qu'on place dans les succès futurs. Encore merci, bravo pour tout et à très bientôt.